de vous présenter donc, Plateau Urbain. Donc Plateau Urbain est une association qu'on a fondée en 2013 avec un groupe d'anciens étudiants, de camarades d'université, de l'université de Paris 1 en urbanisme, donc un groupe d'urbanistes qui fonde, à l'instigation de Simon Linné, qui est le précurseur, fondateur et désormais directeur de Plateau Urbain, une association autour de l'utilisation des bâtiments vides et leur mise à disposition. L'idée, à la base, une structure qui regroupe des urbanistes, ayant un parcours dans l'immobilier. Simon était analyste immobilier. Moi, je faisais un doctorat à l'époque en immobilier. Et on s'est, petit à petit, on s'est entouré d'autres gens qui venaient encore soit du monde de l'immobilier, c'est-à-dire des gestionnaires de copropriété, des agents immobiliers, donc, enfin, voilà, toutes ces techniques comme ça qu'on n'imagine pas forcément à organiser des squats. Et d'autre part, aujourd'hui on est une dizaine de permanents, et aussi des gens qui viennent de la régie ciné, assez peu d'architectes finalement. Ce qui nous particularise pas mal, je crois, par rapport à nos collègues. Donc on est aussi, Plateau Urbain, on est désormais depuis une semaine une société coopérative, c'est-à-dire qu'on a transformé l'association en société coopérative. Pourquoi ? Pour pouvoir déjà ouvrir la gouvernance à d'autres acteurs comme des collectivités territoriales, comme des entreprises privées, et d'autre part pour pouvoir aussi faire grossir notre activité. Notamment en levant une société par rapport à une association, c'est la possibilité de lever des fonds. Et étant donné qu'on était une association qui ne voulait pas fonctionner avec des fonds publics, ou en tout cas avec des subventions publiques, c'était plus intelligent de muter en coopérative. Donc Plateau Urbain, association qui, structure coopérative, je vais me faire, ça fait 3 ans que je parle d'association. Donc on organise des occupations temporaires d'immeubles vacants à destination de différents types d'acteurs qui sont des structures associatives, des structures culturelles, des structures de l'économie sociale et solidaire, des artisans ou des jeunes entreprises. Donc en gros, tout type d'acteurs, alors je vais pas vous montrer ça tout de suite, tout type d'acteurs qui n'a pas nécessairement le modèle économique pour exister dans la ville classique, et notamment dans les zones denses des métropoles françaises, où on connaît la pression immobilière qui existe. Donc l'idée de base de Plateau Urbain, c'est d'aller convaincre les propriétaires, publics ou privés, de mettre à disposition leurs locaux au prix des charges pour des occupations temporaires, et pour pouvoir un peu comme ça tester des programmations et mettre à disposition ces locaux. Donc on est parti du constat, donc un constat assez technique comme ça, de la vacance immobilière, qui a un coût pour les propriétaires en termes de sécurisation, en termes d'entretien, qui a un coût social finalement en termes d'animation de la ville, qui a un coût social aussi par rapport aux gens qui habitent à côté de ces bâtiments vides ou de ces chiffres, et qui finalement sur la vacance de quelques années, en attendant qu'un bâtiment, quand il y a un bâtiment qui est obsolète, en attendant qu'il soit restructuré ou vendu ou détruit, bien souvent c'est pas une temporalité qui est prise en compte par ses propriétaires, tout simplement parce que le bâtiment est sans valeur d'échange, et donc pour un propriétaire immobilier, c'est pas forcément intéressant d'en faire quelque chose. Par contre, ce qu'on se disait, c'était que donc on voyait ça d'un côté, et donc ça c'est
notre approche de la ville et de l'industrie immobilière qui nous faisait voir ça. Et d'un autre côté, on voyait tout ce que ça pouvait, tout ce que ces millions de mètres carrés vacants en Ile-de-France, et ces dizaines de milliers de mètres carrés vacants dans toutes les villes, on voyait tout ce que ça pouvait apporter, à la fois aux acteurs publics et privés, mais du coup plutôt aux institutionnels, et d'autre part au public dont je vous ai parlé, donc associatif, culturel, entrepreneurial, mais aussi donc aux citoyens et aux usagers. Et donc l'idée de Plateau Urbain, c'est d'essayer de relier ces deux mondes. Les principes, donc, c'est restituer une valeur d'usage à des bâtiments qui sont temporairement exclus du marché, et donc qui sont temporairement sans valeur d'échange. Et donc, organiser des occupations au prix des charges, et donc ce qui nous permet de tester un peu des modèles à la fois de gouvernance au sein des bâtiments, d'appropriation des bâtiments, des modèles également de montage immobilier, de modèles économiques également, et ce qui permet finalement aux structures qui viennent s'implanter dans nos bâtiments, elles aussi de tester des modèles, et elles aussi de peut-être prendre plus de risques, pardonnez-moi le gros mot, d'innover. C'est une injonction qui est très forte aujourd'hui, mais finalement comment innover quand on doit payer un loyer exorbitant et donc être rentable à très court terme pour pouvoir payer son loyer. Et donc nous, ce qu'on se disait, c'était que être dans une situation plus confortable vis-à-vis des coûts de son immobilier pour une structure, ça permettait de tester des collaborations, de tester peut-être d'autres modèles. Et donc alors pour ça, on s'appuie sur plusieurs types d'outils. Alors le principal, l'idée de Plateau Urbain, c'est donc d'assurer auprès de tous les acteurs là, dont je vous ai parlé, à la fois les propriétaires et les porteurs de projets, de leur fournir finalement les outils juridiques, techniques, organisationnels et numériques pour faciliter cette mise à disposition de bâtiments. Parce que l'occupation de bâtiments vides, c'est quelque chose, c'est évidemment pas nous qui avons l'idée, c'est quelque chose qui existe sans doute depuis Babylone, mais simplement dans un temps parfois assez court, de 12-15 mois, si on doit bouger si on doit mettre en marche toutes les organisations qui sont des organes, donc en l'occurrence les propriétaires institutionnels, pour juste mettre à disposition un bâtiment pour un temps assez court et avec une espérance de gain quasiment nulle, en général le compte n'y est pas, au niveau organisationnel notamment. En étant une petite structure plus agile et en mettant à disposition des process et des outils pour fluidifier tout ça, ça permettait finalement de mettre sur le marché en quelque sorte davantage de bâtiments. Notamment notre plateforme numérique d'appel à candidature qu'on a lancée il y a quelques mois et qu'un journaliste sympathique a comparé en toute modestie au Airbnb de l'occupation temporaire, donc permet justement aux propriétaires de poster comme ça sur notre plateforme leur bâtiment vide. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est disponible uniquement pour l'Île-de-France, mais qu'on est en train de développer pour d'autres territoires, qui regroupe presque 2000 porteurs de projets, ce qui correspond à une demande exprimée de environ 90 000 m². 90 000 m², pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1,5 fois la tour Montparnasse. Donc on voit qu'il y a une réelle demande d'occupation temporaire de la part des porteurs de projets en Ile-de-France. D'autre part, les outils qu'on met à disposition permettent finalement d'informer et de préfigurer les projets urbains, que ce soit dans la phase amont, c'est-à-dire l'avant-chantier, la phase de réflexion, etc., où on peut faire venir des acteurs, donc déjà proposer des occupations temporaires, mais faire venir des acteurs qui vont peut-être venir préfigurer des usages qui pourraient ne pas avoir été définis par les urbanistes et
par les élus. Donc c'est l'idée de faire une programmation ouverte comme ça. Ensuite, après le chantier, lors de la phase d'amorçage, bien souvent on voit que dans les quartiers nouvellement sortis de terre, les rez-de-chaussée d'activité ou les rez-de-chaussée commerciaux restent vides assez longtemps. Et donc l'idée, c'est de remplacer les carreaux de plâtre par, pourquoi pas, des associations, des ateliers d'artistes, d'autres programmations comme ça, toujours dans le temporaire, ce qui permet finalement de prendre des risques, qui permet éventuellement de se planter aussi. Et ce qui permet d'être dans une autre économie immobilière. Donc je vais essayer d'aller assez vite en vous disant que on a aujourd'hui des réalisations qui sont majoritairement franciliennes. Alors c'était bizarrement, Plateau-Urband, on l'avait plutôt conçu comme une offre pour la première couronne. On ne pensait pas vraiment aller travailler à Paris, mais il s'est trouvé qu'on nous a proposé beaucoup de projets à Paris. Donc les bâtiments que vous voyez là sont d'échelles de temps et d'échelles spatiales très très diverses. Et donc aujourd'hui on a une quinzaine de projets réalisés qui correspondent à environ 15 000 m² en gestion. Et donc environ 300 porteurs de projets à qui on a pu donner une place en occupation temporaire. Et donc d'autre part, à côté de ces réalisations, où parfois juste on fait du conseil aux monteurs, aux gestionnaires, parfois aux propriétaires, parfois on va jusqu'à la gestion en assurant donc ces appels à candidature qui nous permettent de remplir les bâtiments. Donc parallèlement à ça, on nous demande de plus en plus d'intervenir en amont des projets, donc pour définir la faisabilité des projets. Donc on est très impliqué dans les différents projets autour de inventer la métropole du Grand Paris, et d'autre part des collectivités qui font appel à nous, ou des aménageurs, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps de latence du chantier et de l'avant-chantier pour finalement préfigurer des usages et donner un autre usage aux bâtiments vacants. Donc je pense par exemple à une étude à Nantes commandée par un aménageur sur l'occupation progressive d'une caserne de 10 hectares. À Amiens, on est dans un groupement qui va autour de la définition d'une stratégie à l'échelle de la métropole, et donc nous on sera précisément sur ces questions de comment est-ce que des occupations temporaires et l'urbanisme temporaire peut venir finalement comme des petits points d'acupuncture, tester des programmations à moindre coût, et donc informer peut-être les projets des collectivités. Je peux peut-être vous parler rapidement d'un autre projet phare, très clairement, en termes d'échelle, c'est un projet qui a été assez documenté. Donc ça s'appelle Les Grands Voisins, c'est l'occupation temporaire d'un hôpital désaffecté dans le 14e arrondissement de Paris. C'est une occupation qui est faite en collaboration avec l'association Aurore, donc qui est le gestionnaire, le principal acteur du projet. L'association Aurore, pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas, c'est l'association nationale qui fait de l'hébergement d'urgence, qui fait aussi de l'insertion et du soin à destination d'un public de personnes en situation de grande précarité. C'est une grande association qui existe depuis 1874, c'est des centaines de salariés, des milliers de bénéficiaires, et donc qui a récupéré comme ça la gestion de cet hôpital désaffecté, qui allait être vendu par l'assistance, par les hôpitaux de Paris à la mairie de Paris pour faire un projet immobilier résidentiel. Et donc Aurore a fait le pari donc, de récupérer pendant les 2 années qui les séparaient du début du chantier, de récupérer cet hôpital pour déjà développer ses activités d'hébergement d'urgence. Cependant, il n'était pas possible de payer l'ensemble des charges de l'hôpital, qui représente environ 1 million d'euros annuels, rien qu'avec les subventions qui sont assez difficiles de l'hébergement d'urgence, tout simplement parce qu'il y a des surcoûts à la gestion
d'un hôpital, en termes de sécurisation d'un site de 3 hectares 5, en termes d'entretien des espaces verts, etc. Là, il s'agissait de gérer un bout de ville. Et donc, du coup, Aurore s'est associée à nous, nous a demandé d'intervenir pour les aider à faire la coordination technique globale et à mettre à disposition donc, les locaux qui n'allaient pas être mis en hébergement d'urgence auprès de structures et de notre public. Donc du coup, ça nous a fait un test un peu grandeur nature. Enfin, un test, on avait déjà fait plusieurs expérimentations comme ça, plusieurs projets, mais celui-là était d'une ampleur tout à fait considérable. Et le troisième acteur qui a été proposé par la mairie de Paris, une association marseillaise d'animation de l'espace public et de programmation culturelle. Donc, du coup, ce projet, aujourd'hui, c'est sur 20 000 m², 12 000 m² d'hébergement, environ 8 000 m² d'activité, 600 personnes en hébergement d'urgence, donc on a à la fois des gens qui sont des personnes à la rue, enfin anciennement qui sortent de la rue, on a des personnes, des jeunes isolés, on a des femmes isolées, il y a des mineurs migrants isolés, et il y a aussi un foyer de travailleurs migrants géré par un opérateur qui s'appelle Coalia, de 250 personnes. Donc en tout, 600 personnes hébergées sur le site, et aujourd'hui, je crois environ 200 structures, donc à la fois associatives, entrepreneuriales, culturelles et artistiques, qui représentent environ 1500 salariés et usagers, ce qui fait donc plus de 2000 personnes qui vivent et travaillent quotidiennement sur le site. Ajouter à ça le fait que le site soit ouvert au public, ouvert au grand public du mardi au dimanche, et vous avez une sorte de petite ville dans la ville, pardon pour le cliché, mais voilà, avec donc ces différentes fonctions, sa mixité d'usage, ses espaces publics, à peu près... Comment ? Son restaurant, son café associatif, sa gestion des espaces verts, son amphithéâtre pour y organiser des conférences, voilà, énormément de fonctions, et donc opéré par 3 associations dont 2 avaient moins de 3 ans d'existence au lancement du projet. Il faut souligner ici certain courage politique de la mairie de Paris, de nous avoir finalement fait confiance là-dessus, sachant que donc la mairie a mis à disposition via son établissement public foncier et bien ensuite son aménageur, a mis à disposition à l'euro symbolique le site, en échange du coup d'une sécurisation et d'un entretien du site, mais par contre c'est un projet, et c'est ça aussi qui fait sa particularité, qui fonctionne sans 1 euro de subvention publique dédiée. C'est-à-dire que le seul argent public que vous avez, c'est les subventions que reçoit Aurore de la part de l'État c'est à la nuitée pour faire son activité d'hébergement d'urgence. Mais s'il le faisait dans un bâtiment ouvert, directement, qui donnerait directement sur la ville, etc., un bâtiment classique, il recevrait exactement le même... la même subvention à la nuitée. Alors là, ici, je voudrais peut-être faire une... j'ai encore combien de temps ? Tu as encore un quart d'heure à peu près, un petit quart d'heure. Alors, on va du coup faire une pause, parce que je voudrais vous montrer une vidéo qui a été réalisée par une structure des grands voisins qui s'appelle la Nouvelle Imagerie. Et du son ? Alors, ouais, peut-être que... Je sais pas s'il va y avoir du son. Ouais, ça va peut-être suffire. Alors, sinon, je vais essayer. Ouais, ça va peut-être suffire. Ouais, vas-y. Bon, je vais essayer comme ça. Et donc, voilà, juste pour vous situer un peu, donc c'est une vidéo qui se déroule au Grand Voisin et qui va vous donner, je pense, une idée un peu de l'ampleur du site, des différents publics qu'il y a, et des différentes activités qu'on peut trouver sur le site.
Donc voilà, ça, je pense que la vidéo est parlante en termes d'ampleur et d'échelle. Il s'agirait, on n'a pas vérifié, selon une analyste allemande, je crois, de la plus grande occupation temporaire d'Europe. Donc c'est grand, mais c'est temporaire. Alors, qu'est-ce que... C'est quoi l'échelle temporaire là ? Ouais, alors justement, le projet des grands voisins, c'est-à-dire on estime qu'il commence avec la mixité d'occupation, c'est-à-dire que Aurore, ils avaient déjà ouvert des centres d'hébergement au moment où l'hôpital commençait à se vider. Ils ont récupéré, début 2015, la gestion de l'ensemble du site. On a mis quelques mois à monter le projet et les premiers occupants sont les premières structures occupantes donc, qui marquaient le début de la mixité d'occupation entre l'hébergement d'urgence et les structures d'activité sont arrivées à l'été 2015. Donc ça fait presque 2 ans et le projet prendra fin le 31 décembre 2017, donc de cette année. Donc 2 ans et demi, c'est très court, d'autant plus que disons que la transition entre les activités de la PHP et l'occupation temporaire, il n'y a pas eu de transition, c'est-à-dire que ça s'est très très mal géré, c'est un déménagement qui a été fait dans des conditions assez mauvaises, les bâtiments ont été squattés, donc on arrivait vraiment dans un hôpital abandonné qui était un haut lieu aussi du graffiti, ce qui est très bien, mais un haut lieu aussi, dans les bâtiments vides, il y a des gens qui viennent faire des super graffitis, il y a aussi des gens qui viennent tout simplement dégrader gratuitement, ensuite il y a des gens qui viennent vivre là, dans des conditions pas adaptées, et donc voilà, donc il fallait pouvoir se projeter. Les premiers occupants, ils sont arrivés, il n'y avait pas d'électricité, il manquait des tables électriques, etc. Oui. Sur la déflagration sociale après. Alors, de l'arrêt du projet, quoi. Alors justement, c'est une sorte de jardin d'Éden. Ouais, alors je voulais... On va rentrer dans le dur de ce sujet-là. Ça fait mal, quand on voit ça, on se dit... Ouais, alors justement, ça... j'y viens. De toute façon, c'est l'idée de l'intervention. Et vous allez être surpris, parce que l'idée de l'intervention, c'est justement de... tant pis, je dévoile là. C'est pas grave. Non, reste sur ton schéma. L'idée, c'est que, voilà, en 2 ans et demi, il s'est passé tout ça. Il se sera passé énormément de choses, une sorte d'accumulation d'énergie, beaucoup d'énergie bénévole. C'est-à-dire que Plateau Urbain, aujourd'hui, par exemple, on est une dizaine de permanents, mais il y a encore 2 personnes bénévoles. À la base, on a passé presque 1 an à être 3 temps plein bénévoles. En tout et pour tout, je crois qu'on a calculé qu'on en est à 8 années d'ETP bénévoles depuis 3 ans. Donc voilà, et je ne parle pas des autres structures, c'est souvent la même chose. Et donc, il s'est passé énormément de choses avec ce projet. Et finalement, on a pu tester toutes les choses et on se dit, voilà, ça va disparaître. Et en même temps, c'est le jeu, c'est le contrat. Et pourquoi est-ce que je dis c'est le jeu, c'est le contrat? C'est que tout simplement, l'idée qu'il y a, et c'est en fait l'idée que j'aimerais bien défendre ici, c'est que l'occupation temporaire, ça permet justement tout ça, et tout ça c'est permis parce que c'est temporaire. On est dans les beaux quartiers du 14e arrondissement, il va se développer un projet immobilier, donc avec 50% de logements sociaux comme tout ZAC à Paris, avec 30% je crois de logements intermédiaires et 20% de logements libres où les prix, je ne le cache pas, ça va atteindre 15 000 € le mètre carré sans souci. D'un autre côté, on a pu montrer là que finalement
des pauvres, des étrangers, des artistes, mis ensemble dans les beaux quartiers, ça pouvait marcher. Alors qu'au départ, je ne vous cache pas que les riverains n'étaient pas forcément emballés par le projet, surtout quand il n'y avait que Aurore, donc il y avait elle, que des pauvres et des étrangers comme public. Et finalement, le fait d'y mettre aussi des startups, des artistes, etc., ça a augmenté l'acceptabilité sociale de l'hébergement d'urgence, ce qui est, d'après moi, une des externalités les plus marquantes de ce projet. Autre conséquence de ce projet, selon les travailleurs sociaux, le taux de médicamentalisation et le taux d'hospitalisation en hôpital psychiatrique de leur centre est significativement plus bas aux grands voisins que dans un centre classique. Pourquoi? Parce que justement, il y a cet espace tampon entre le centre et la ville, parce qu'ils ont aussi... Alors je ne vais pas non plus vous brosser, parce que vous parlez de Jardin d'Éden, je ne vais pas non plus vous vendre... Enfin voilà, c'est pas... Je veux dire... la proximité spatiale ne fait pas forcément la proximité sociale, mais néanmoins, oui, il y a peut-être une plus grande, sachant ce qui se passe sur le site, il y a peut-être un tout petit peu plus grande bienveillance de la part des usagers du site à l'égard du public dehors, même si après il y a tout un tas d'usagers qui viennent là pour prendre l'apéro et qui n'ont parfois aucune idée du fait qu'ils sont sur un espace où vivent 600 personnes en hébergement d'urgence. Mais donc, toujours est-il que voilà, on a fait cette démonstration finalement, et on a fait cette démonstration aussi en respectant quelque part les règles, en étant légaliste sur les réglementations ERP, sur le code du travail, sur les réglementations évidemment en matière d'hébergement, sur les réglementations d'amiante. Vous voyez le bâtiment blanc qui est ici au fond du site, c'est le plus grand bâtiment du site. Il fait de mémoire, je crois, 8000 m². En fait, il est blanc parce qu'il est vide, à part au rez-de-chaussée désormais. Il est vide, pourquoi? Parce que, bon, comme tous les bâtiments de ce site, il est amianté. Mais simplement, les autres bâtiments du site sont amiantés avec de l'amiante pas apparente. Donc, ce qui veut dire qu'on peut utiliser le bâtiment. Celui-ci est amianté avec de l'amiante qui, à la base, n'était pas apparente, mais étant donné qu'il a été mal déménagé, puis dégradé, puis squatté, etc., une fenêtre cassée au 6e étage, ça fait de la pluie, de l'infiltration, ça fait une sorte de piscine, ensuite l'eau s'infiltre dans les murs, et le papier peint se décolle, et la colle amiantée qui servait à coller le papier peint devient apparente. Et donc d'un bâtiment sain, on passe à un bâtiment amianté par manque, tout simplement, d'entretien. Heureusement, donc, les infiltrations n'ayant pas été jusqu'au rez-de-chaussée, on a pu progressivement réinvestir le rez-de-chaussée en condamnant donc les étages supérieurs. Donc voilà, donc on a fait un peu tout ça dans les règles, et nous l'idée, si vous voulez, c'est pas du tout de dire bon voilà, maintenant levée de bouclier, on fait la révolution, les salauds de promoteurs ne passeront pas, et on est bien là. Pourquoi? Tout simplement parce que au-delà des considérations idéologiques, la considération idéologique principale, c'est que ici vous avez donc 8000 m² mis à disposition de structures d'activité. Vous avez 12 000 m² en hébergement d'urgence. La demande en hébergement d'urgence à Paris, elle est peut-être 10 fois supérieure à ce qu'il y a au Grand Voisin. Et la demande que nous connaissons, plateau urbain, en occupation temporaire à Paris pour les structures, elle est plus de 10 fois supérieure à ce qu'il y a au Grand Voisin. Donc ça voudrait dire que, étant donné les 3 millions de mètres carrés de bureaux vacants à Paris, si aujourd'hui on disait non, finalement on est bien là, on va rester, qu'est-ce qui se passerait machinalement? Il se passerait que tous les propriétaires qu'aujourd'hui on tente de convaincre, et on arrive à convaincre, de nous laisser occuper leur bâtiment, diraient d'un coup non, plus possible. C'est la il y a un bâtiment qui s'appelle les Frigos, et donc moi du coup je parle de la jurisprudence Frigo. C'est un bâtiment qui a été occupé à Paris. À la base c'était un squat, puis
il y a eu une convention, puis ils sont restés, et ça a arrêté pour une dizaine d'années toute velléité de mise à disposition par la ville de Paris d'un bâtiment à destination du secteur culturel. Donc nous, on ne veut surtout pas répéter la jurisprudence Frigo, et en fait, ce qu'on considère, c'est que peu importe où on est, peu importe finalement de pouvoir rester ou pas, l'hébergement d'urgence, ça a ceci d'intéressant quelque part, que ce sont des situations transitoires. Donc finalement, 2 ans, c'est du long terme. Il y a un centre au Grand Voisin où les gens ne restent pas plus que 3 semaines. Pour les petites structures auxquelles on s'adresse, une fois de plus, 2 ans c'est du moyen, voire du long terme. Pour une start-up, 2 ans c'est l'éternité. Donc finalement on se dit, voilà, ça peut paraître très court, et même à l'échelle d'un habitant, d'un usager, voilà, le taux de rotation résidentielle à Paris est tel que 2-3 ans, c'est quasiment 80% du temps que vous allez passer dans un quartier. Donc finalement, pourquoi s'aliéner à l'espace, qui est justement, l'aliénation à l'espace, alors je ne vais pas vous ressortir la tiraille philosophique des années 70, mais en gros c'était un peu considérer l'aliénation à l'espace comme une manière de ne pas pouvoir avoir un rapport critique au mode de production et à la société actuelle. Et or nous, on estime que pour avoir un rapport critique un rapport critique tout à l'heure, mais enfin juste un rapport distancié pour pouvoir tester d'autres choses, pour pouvoir justement peut-être penser la transition sociale, ou historique ou écologique, que sais-je, dans laquelle on est, et finalement il faut pouvoir bénéficier de lieux comme ça, de liberté, et la liberté elle commence par un peu la liberté de ne pas être le dos au mur au moment de payer son loyer, pour pouvoir avoir plus de temps pour y penser. Et donc nous on considère que finalement peu importe là où on le fait, pourvu qu'on nous laisse le faire. Et que c'est justement en parvenant à démontrer que on n'est pas aliéné à l'espace et que on préfère récupérer le temps à récupérer l'espace. Voilà. Et donc c'est la démonstration qu'on aimerait faire. C'est comme ça que donc aujourd'hui, enfin voilà, ça peut vous paraître un vœu pieux, ça peut vous paraître un beau poème. N'empêche que quand il y a 2 semaines, on a fait une réunion, donc le conseil des voisins, donc avec quasiment toutes les structures concernées qui avaient pu venir dans l'amphithéâtre des Grands Voisins, et qu'on a expliqué ça aux 160 structures concernées, en ayant pris soin de leur préciser que évidemment l'hébergement d'urgence, ils vont également être logés, même si c'est très difficile. Et finalement, au bout du quart d'heure d'explication, ils ont applaudi, alors qu'on était concrètement en train de leur dire bon les gars, il va falloir bouger là. Voilà. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a une compréhension et qu'il y a une sorte de solidarité qui se fait non pas à l'échelle de cette petite communauté de 200 structures, donc qui est déjà une grosse communauté, mais en fait à l'échelle d'une communauté plus large d'acteurs associatifs, culturels, de l'économie sociale et solidaire, de l'artisanat, etc., qui se disent bon oui, effectivement, si je veux rester ici et si je fais pression politiquement, parce que oui, ça peut devenir un village de loin, il n'y a pas de souci, et finalement ça pénalise l'ensemble du mouvement auquel j'essaie de prendre part. Voilà, donc du coup je vais peut-être vous passer, je vais peut-être m'arrêter là, je ne sais pas trop ce que j'avais à vous montrer d'autre. Il y avait donc je vous ai présenté les Grands Voisins, mais il y a d'autres projets, parce que en fait les Grands Voisins c'est un peu ça envoie un peu des paillettes dans les yeux. D'un autre côté, c'est à une échelle qui est très difficile à reproduire. Enfin, je veux dire, les Grands Voisins, c'est un alignement de planètes qui concrètement arrive, je pense, une fois par millénaire. Mais par contre, il y a d'autres, parmi nos autres projets, voilà, nous on aime beaucoup des projets d'ampleur plus réduite, mais qui peuvent être tout aussi intéressants, où on peut également, par exemple la fabrique de Lutèce, on a également, c'est un hôtel particulier dans le 5e arrondissement, avec derrière une usine, une petite usine, et donc finalement dans l'hôtel particulier, on a mis un centre
on a proposé à Europe d'installer ce qu'ils ont fait, un centre avec de l'hébergement d'urgence. Et derrière, dans l'usine, on a mis des startups, des assos, des artistes, etc. Et donc finalement, ça fonctionne assez bien. D'autre part, tout ça nous permet donc de tester le modèle à différentes échelles, de tester aussi différents modèles de gouvernance. Parfois c'est nous qui prenons un bail, parfois c'est un gestionnaire, parfois on crée une association ad hoc pour occuper le lieu. Ça nous permet à chaque fois de tester aussi des petits principes d'autogestion. L'idée de Plateau Urbain, c'est vraiment de donner aux occupants les outils pour s'approprier les lieux et de surtout pas être une sorte de service immobilier low cost. Au contraire, de dire c'est votre lieu et c'est grâce à nous on est juste une boîte à outils, mais comme tu disais tout à l'heure, les outils, j'ai moins noté parce que je trouve que ça cool. Donner les outils pour s'approprier, mais ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est ce qu'on en fait, quoi. Et nous, on veut surtout pas être une marque ou brander les lieux. Les lieux, ils doivent avoir leur identité propre à chaque fois, et identité construite par les structures. Donc ça nous permet de tester des modèles économiques, des modèles juridiques, des modèles de gouvernance à différentes échelles, et puis aussi des collaborations avec des bailleurs sociaux, avec des collectivités, avec des promoteurs privés. Voilà. Je vais peut-être vous passer tous les enjeux que ça On ne vient pas dans les peut-être qu'on pourra y revenir, et donc évidemment il y a plein de pistes de développement de l'urbanisme temporaire. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.